de surpasser cet examen qu'on appelle baccalauréat. Battez-vous et donnez-moi le courage de pouvoir continuer à vous aider. C'est ça, c'est le message que je voulais vous donner. En tout état de cause, je suis un responsable politique engagé aux côtés des jeunes en suivant les orientations du chef de l'État qui nous a demandé d'être aux côtés de nos frères, de nos sœurs, de nos amis pour les permettre de pouvoir vraiment surpasser les obstacles. Préparez-vous à gérer l'avenir de demain. Je l'ai dit l'année dernière, vous êtes destinés à diriger demain. Et nous voulons que demain, nous ayons un autre président de la République à l'image du chef de l'État d'aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, quant à la main de l'espoir, c'est un mouvement engagé aux côtés des femmes et des jeunes, aux côtés des populations de Fatick d'abord, des populations du Sénégal ensuite. Donc venez ensemble, on essaie de construire le Fatick du futur, on essaie de construire le Sénégal du futur. Et je crois fermement que c'est possible. Avec vous, c'est possible avec les Fatickois du moins, mais c'est possible aussi avec les Sénégalais. Ça, c'est mon engagement. Merci encore une fois pour tous ceux qui sont engagés pour accompagner cette jeunesse-là à pouvoir réussir. Je vous attends après le bac, parce qu'on est en train de préparer un autre événement qui va consacrer vos réussites aux examens du baccalauréat. Vraiment, merci encore une fois. Mais quand il a demandé, je lui ai dit, Souleymane, ça va être très compliqué, mais toi, même si je devais ramper, je ramperai jusqu'à Fatick pour venir répondre à ton invitation. Parce que comme l'a dit Cabral, et comme l'ont dit tous ceux qui nous ont précédés au micro, mais c'est un homme d'une grande valeur, mais Souleymane c'est d'abord et avant tout un grand cœur. Et quand il appelle son mouvement la main de l'espoir, ben chez lui vraiment il ne se paye pas de mots, mais c'est monsieur Espoir lui, parce que véritablement il fait rêver, et parce que véritablement, comme je dis, il consacre mais toutes ses forces simplement à vous encadrer, à vous accompagner dans vos études. Donc j'ai oublié toute ma fatigue, comme j'ai dit, les cahiers vous pouvez les fermer, laisser les bics, par la grâce de Dieu et de mon vénérable M. Hamadou Bamba, je vais écrire dans vos têtes en lettres indélébiles pour que vous tous le savez très bien. Vous avez démarré cette belle aventure-là en prenant en charge les 4 domaines du programme. Le premier domaine qui prend en charge la question de la réflexion philosophique, le deuxième domaine articulé à la question de la vie sociale, le troisième prenant en charge la question de l'épistémologie et le dernier domaine qui prend en charge la réflexion sur l'art, donc au niveau de l'esthétique. Maintenant, je vais faire un survol qui nous permettra de revenir sur les axes essentiels au niveau de chaque domaine et bien sûr, je vous laisserai par la suite aux soins de ces grands maîtres à penser qui reviendront peut-être sur tel ou tel aspect, mais encore une fois pour finir en beauté. Et donc, au niveau du domaine numéro 1, vous savez très bien qu'il est intitulé la réflexion philosophique. Et dans ce domaine, l'objectif c'était de montrer ce qui fait la spécificité, la particularité de la philosophie et en même temps qui permet de faire la différence entre la philosophie et les autres formes de savoir. Parce que vous le savez très bien, même quand vous avez été soumis à un travail de comparaison entre la philosophie
et des disciplines telles que les mythes, telles que la religion, telles que la science et telles que la magie, tout ce travail de comparaison, la centralité était portée sur la philosophie. Donc il fallait la comparer aux autres disciplines pour montrer non seulement ce qu'elle est, mais surtout ce qu'elle n'est pas. Maintenant, dans le domaine numéro 2, il s'est agi de la question anthropologique, la question qu'est-ce que l'homme. Dans le domaine numéro 3, à travers l'épistémologie, vous avez réfléchi à la science et à la technique. Et enfin, vous avez envisagé simplement la question de l'art. Maintenant, je vais inverser un peu en commençant par la question de l'art. Parce que, vous le savez très bien, l'art est une des dimensions les plus fondamentales et même les plus fondatrices de la vie humaine. Aussi loin que vous puissiez remonter dans le temps, toutes les sociétés, toutes les civilisations humaines n'ont laissé les empreintes de leur passage, mais que par la production de ces œuvres d'art. Rappelez-vous l'historien de l'art français René Hughes, celui qui disait « Il n'y a pas d'homme sans art, de la même manière qu'il n'y a pas d'art sans homme ». Et quand il disait « Il n'y a pas d'homme sans art », traduisait « Il n'y a pas d'entité humaine qui n'ait produit des œuvres d'art ». Et quand il disait « il n'y a pas d'art sans homme », c'est une manière de montrer que là où il y a l'art, c'est une manifestation de la présence de l'humain. Parce que rappelez-vous, c'est Karl Marx qui nous l'enseigne, que le nid de l'oiseau peut être très beau, qu'on n'en fera pas une œuvre d'art, que la ruche de l'abeille pourrait être très belle, mais qu'on n'en fera pas une œuvre d'art. Pourquoi disait-il? Mais parce que l'abeille, l'oiseau, comme tous les animaux, ne produisent que sous la contrainte du besoin biologique. Et en disant que l'animal ne produit que dans un dessein, EIN, utilitaire, mais ça veut dire encore une fois que l'oiseau, comme l'abeille, comme les autres animaux, n'avaient pour souci, mais que leur reproduction et leur conservation. Une manière donc de montrer que l'art est spécifiquement humain. En tant que tel, il exprime le génie, l'imagination et la créativité de l'humaine condition. Et de ce point de vue-là, ce que vous devez retenir, mais c'est que l'art est l'un des moyens par lesquels l'homme lui-même donne un sens à la vie. L'art est un des moyens par lesquels l'homme lui-même il peut supporter le lourd fardeau de l'existence. Et c'est pourquoi vous retiendrez déjà qu'en disant cela, il y a quelque chose par lequel on peut rapprocher l'art de la philosophie. En disant que l'art est un moyen par lequel l'homme donne sens à la vie. L'art est un moyen par lequel l'homme se donne les moyens de supporter le fardeau de l'existence, mais je fais un lien, ça veut dire une relation, pour montrer que l'art a ceci de commun avec la philosophie, c'est que dans les deux cas, elles ont une fonction métaphysique par laquelle on tente de donner un sens à l'existence. Et cette fonction métaphysique de dévoilement, mais qui est propre à l'art et à la philosophie, on peut en trouver un fondement chez déjà quelqu'un qui s'appelle Henri Bergson. C'est lui qui disait, j'ouvre les guillemets, l'art n'est pas la philosophie, mais l'art a de profondes affinités avec la philosophie. Et il dit de la même manière que l'artiste, c'est un homme qui voit mieux que les autres. Pourquoi, selon Bergson, l'artiste est un homme qui voit mieux que les autres? Il dit, parce que généralement, vous et moi, nous regardons, mais nous ne voyons pas. Pourquoi vous et moi, nous regardons sans voir? Parce que, dit-il, entre nous et les objets que nous regardons, il y a le voile des conventions, il y a le voile des mots du langage, il y a même la familiarité que nous entretenons avec ces objets. Au point que ces objets présents dans notre quotidien, ces objets-là tellement familiers à nous, dit-il, que finalement nous les regardons, mais nous ne les voyons pas. Et donc il dit, l'art est un moyen par lequel l'artiste, il déchire le voile qui s'interpose habituellement entre nous et la réalité. Et quand l'artiste déchire le voile qui s'interpose entre nous et la réalité, c'est pour coïncider véritablement avec le sens profond de cette réalité. Et ce qu'il dit, on vous l'a déjà dit parlant de la philosophie. Quand il dit l'artiste, il va au-delà des apparences pour tenter de découvrir et de coïncider avec le sens ultime de la réalité. Mais on vous a dit de la même manière au début de l'année que le philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Il va au-delà des préjugés, il va au-delà des opinions, il va au-delà des traditions, il va au-delà des croyances et des idées reçues, lui aussi, mais pour découvrir la vérité profonde de toutes choses. Et c'est pourquoi donc, quand je disais que l'art est ce moyen par lequel l'homme supporte le poids de l'existence, je le fonde simplement sur Nietzsche. Nietzsche, du paragraphe 137 d'un ouvrage qui s'appelle Le Gai Savoir. Qu'est-ce qu'il dit de l'art? Il dit au fond, l'art en tant que tel réveille. Réveille quoi? L'enfant et le fou qui dorment en nous. Et lorsque Nietzsche
enseigne qu'au fond, l'art réveille le fou et l'enfant qui dorment en nous, mais c'est une manière de montrer que par le biais de l'art, l'homme, il tourne le dos au réel, mais c'est pour le retravailler et faire dire à ce réel-là ce qui correspond à ce qu'il a au plus profond de lui-même. Une manière donc de montrer que si la vie rime avec souffrance, si la vie rime avec maladie, si la vie rime avec inquiétude, avec angoisse, avec désespoir, ce n'est que par le biais de l'art en tant que tel que l'on peut supporter le fardeau de l'existence. Rappelez-vous Arthur Schopenhauer qui avait l'habitude de dire, j'ouvre les guillemets, la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Et lorsque Arthur Schopenhauer disait la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles, traduisez les images de la vie, mais ça veut dire les images qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Une manière de montrer que si un serpent entrait parmi nous, mais la conférence serait finie. Pourquoi? Parce que le serpent dans la vie réelle, il me fait peur, parce que quand je vois un serpent, il me fait penser à la mort. Mais Schopenhauer enseigne quoi? Ce même serpent qui me fait fuir, qui me fait peur, parce que me faisant penser à la mort, il dit, représenté sur une fresque, une toile, un tableau, ce serpent peut être tellement beau, mais qu'on en vient à avoir envie de l'embrasser et de le caresser. Et reconnaissons que vouloir embrasser ou caresser un serpent n'est pas possible dans la vie réelle, mais oui, c'est possible simplement par la magie de l'art. C'est pourquoi, même si la vie n'est pas belle, les images de la vie qui sont reflétées par l'art, ces images-là, elles sont belles. Et c'est pourquoi celui auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, René Hug, il poursuit en montrant, j'ouvre les guillemets, que l'art est cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie. Et en disant l'art est cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie, vous avez compris, l'art est la respiration de l'humaine condition. L'art est le moyen par lequel, encore une fois, l'homme reconstruit le monde, mais pour le rendre véritablement habitable. Quel rapport l'art entretient-il avec la réalité? Je n'insiste pas, c'est réglé déjà dans vos courants littéraires, si vous êtes de bons littéraires. Déjà dans vos courants littéraires, il y en a qui considèrent que le projet esthétique doit consister simplement à reproduire et à se faire l'écho le plus fidèlement possible des problèmes, des contradictions, mais d'une société ou bien simplement d'une époque. Si mes souvenirs du lycée n'ont pas disparu, je crois que nous sommes dans des courants littéraires tels que le naturalisme ou bien simplement tels que le réalisme. Vous vous rappelez, je crois, Stendhal, assimilant le roman à quoi? À une sorte de miroir, mais que l'on promène le long d'un chemin. Un miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il reflète. Mais vous avez cette idée-là également en philosophie. Cette théorie de l'art comme mimésis, ça veut dire comme reproduction, elle est également présente en philosophie. Elle est présente déjà chez un peintre italien de la Renaissance qui s'appelle Léonard de Vinci. Fidèlement possible, la réalité. Vous trouvez ça un peu plus loin chez les anciens, mais tels que Platon. Vous trouvez ça également chez quelqu'un tel que Aristote. Aristote considère que les beautés qui sont déjà inscrites dans la nature, ben, l'homme ne peut jamais les dépasser, l'homme ne peut jamais les égaler. Et puisque, selon Aristote, les beautés déjà inscrites dans la nature sont inégalables et même indépassables par l'homme, conséquence logique, il devrait s'évertuer à les reproduire le plus fidèlement possible. Maintenant, l'autre conception que vous trouvez en littérature, c'est celle-là qui dit, écoutez, l'art véritable ne doit pas relever de la mimésis, de l'imitation et de la reproduction de ce qui est, mais que l'art véritable relève de la création. Vous trouvez ça dans toute une tradition inaugurée par Hegel, parce que vous le savez, Hegel est l'un des premiers à fourbir les critiques les plus acerbes contre la théorie de l'art imitatif, c'est-à-dire de l'art comme imitation. Parce que Hegel dit, au fond, cet arbre-là qui est en face de moi, quand j'ai fini de le reproduire sur un tableau, il y a deux sentiments qui m'envahissent, contradictoires. Le premier sentiment, c'est un sentiment de contentement, de fierté et d'admiration de soi. Mais je me dis, voyez comment presque à la perfection, j'ai été capable, cet arbre-là, de le reproduire sur un tableau. Mais il dit au bout de 2 minutes, 3 minutes, à la place de ce sentiment de fierté, je suis gagné par quoi? Par l'ennui. Pourquoi? Parce que je me rends compte, dit-il, que finalement, je n'ai rien créé, parce que cet arbre-là, tout le monde passe, tout le monde s'assoit, bref, tout le monde le voit, il est déjà dans notre environnement tous les jours, et j'ai le sentiment de n'avoir rien créé, et donc je suis envahi par l'ennui. C'est une manière, pour aller vite mes amis, de montrer que la science, elle est extérieure aux valeurs. Elle ne s'intéresse, la science, ni au bien, ni au mal, ni à la morale, ni à la religion. La science, au cœur d'elle, elle n'a qu'un souci, mais c'est simplement celui de l'efficacité. Et donc, qu'est-ce qui peut être bon ou mauvais? Non pas la science elle-même, mais l'utilisation que l'homme, le décideur politique, peut faire de cette science.
L'autre critère, en plus de l'objectivité, en plus de la neutralité axiologique, le troisième critère, c'est le critère de l'universalité. Pourquoi on dit de la science qu'elle est universelle? Réponse, parce qu'encore une fois qu'une vérité est scientifique, au préalable, elle a fait l'objet d'un consensus et d'un accord de la part des esprits compétents. Et à partir de ce moment-là, elle s'impose à tous et elle est valable partout jusqu'à ce qu'une autre vérité vienne la modifier. L'autre critère, c'est celui de la rationalité. En plus de l'objectivité, en plus de la neutralité morale, en plus donc de l'universalité, c'est la rationalité. La rationalité, c'est une manière de montrer que c'est ce que la philosophie partage avec la science. Elles ont un même principe d'engendrement, et le principe d'engendrement commun à la philosophie et à la science, il n'est autre que la raison. Même s'il ne s'agit pas exactement du même type de rationalité. Maintenant, le dernier critère qui est surtout valable dans les sciences de la nature ou les sciences expérimentales, c'est le critère de l'apodicticité. Traduisez simplement des résultats apodictiques, ça veut dire pouvant être prouvés. Parce que dans les sciences de la nature, ce que le savant dit, il peut le prouver en procédant à quoi? À véritablement une confrontation entre sa théorie, son hypothèse et la réalité matérielle. Lorsque l'hypothèse est confirmée, elle devient une loi scientifique. Lorsque l'hypothèse est contredite par la réalité, que fait le savant? Il l'abandonne, élabore et jusqu'à trouver la bonne hypothèse. Mais ce que je dis vous permet également de montrer que derrière le vocable de science se cachent quand même plusieurs formes d'approche du réel. Ce qui rend nécessaire quoi? Ce qu'on appelle une typologie des sciences. Dans typologie, il y a type. Donc on ne peut pas dire toutes les sciences, mais on peut les ranger en trois grands types. Vous connaissez les trois grands types de sciences? Le premier type de science, ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, les sciences expérimentales, qui s'intéressent à la nature, telles que la physique, telles que la chimie, telles que la biologie, telles que la géologie. Bref, toutes les sciences qui ont pour objet d'étude la nature extérieure. Dans ces sciences-là, quel est le type de vérité? On parle de vérité matérielle. Et d'où vient cette vérité? Elle vient, comme j'ai dit précédemment, de la confrontation entre l'hypothèse du savant et la réalité. Dans leur démarche, c'est la démarche expérimentale qui procède par observation, par hypothèse et simplement par déduction. L'autre type de science, ce qu'on appelle les sciences logico-formelles. Elles sont deux, c'est les mathématiques, c'est la logique. Dans ces sciences, elles ont pour objet, en ce qui concerne la logique, les lois de la pensée. Elles ont pour objet, en ce qui concerne les mathématiques, les nombres, les quantités, les figures et les grandeurs mesurables. Dans ce type de sciences-là, les sciences logico-formelles, la vérité, ce n'est plus la confrontation entre ce que dit le savant et la réalité, mais la vérité, c'est l'accord de la pensée avec elle-même, ou si préférez, la cohérence interne du raisonnement. Donc on parle de vérité formelle, alors que dans les sciences nature, on parle de vérité matérielle. Le dernier type de sciences, ce qu'on appelle les sciences humaines. Comme leur nom l'indique, elles ont pour objet l'homme. L'homme pris collectivement, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, etc. Ou bien l'homme pris individuellement, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse. Bref, ces sciences, elles ont pour objet d'étude l'homme lui-même.